Donc, au sein de ce réseau, vingtaine d'organisations et un certain nombre de personnes, et on essaye une organisation, une gouvernance un peu différente et un mode de fonctionnement par groupe de travail qu'on appelle entre des pirogues. Alors on part tous, on s'embarque en quelque sorte dans une pirogue et on en a quelques-unes qui sont en train de fonctionner et ce soir je vais vous parler du travail qu'on a démarré en octobre sur une pilote qu'on appelle aussi Propolis, pour projet de politique systémique. Vous voyez, ça c'est tout à fait ambitieux. Mais l'idée, comme l'a évoqué Alain Caillé tout à l'heure, c'est de se dire on représente personne, à part nous, nos organismes sont complètement indépendants, peuvent dire ce qu'ils veulent, donc c'est l'occasion peut-être de faire un effort d'utopie. L'utopie intéressante. J'aime beaucoup, moi, cette phrase du romancier, poète Eduardo Galeano sur l'utopie, qui est de dire l'utopie, voilà, je la vois, elle est 20 pas devant, et donc on y va. Et puis on avance de 10 pas. Mais elle a avancé aussi elle-même de 10 pas ou de 20 pas. Et je pense que les choses se construisent comme ça en étant utopiques. Lorsque on a démarré l'association des Garouettes en 2001, on a fait un effort d'utopie en quelque sorte. Et en ce moment, cet effort d'utopie, on n'osait même pas imaginer et dire du 100% d'énergie renouvelable. On n'osait même pas dire de la neutralité carbone, comme on entend aujourd'hui, des émissions nettes en carbone sur le territoire, etc. Aujourd'hui, c'est dans la loi bientôt. Et on est même nous-mêmes, ça c'est très bon signe, dépassés par un certain nombre de gens qui souhaitent encore aller plus loin, etc. Donc je ne sais pas comment il faut faire, mais voilà. Et ils le font. Alors, on essaie de réfléchir à ça. Il y a cette idée qui a été apportée par Alain de République européenne, qui décrit dans son texte. On est évidemment dans le cadre d'une fédération, dans ce cas-là. Et puis, on se projette en disant, voilà, cette République européenne, qu'on appellerait éventuellement de nos voeux, ça serait qui? Est-ce que c'est toute l'Europe? Est-ce que c'est simplement une petite partie? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a déjà des éléments de réflexion, et vous parliez tout à l'heure rapidement du TEDEM de Piketty et ses collègues qu'on pourrait reprendre? Est-ce que ça collerait avec une République européenne? Et puis, il y a d'autres réflexions qui se font. Nous-mêmes, à Négoat, on travaille en ce moment sur une problématique européenne. Ce n'est pas la construction d'un scénario européen aussi cadré que ce qu'on a pu faire sur la France, mais par contre, c'est déjà des réunions de travail, c'est une aujourd'hui, avec des groupes européens. Et là, on s'aperçoit de quelque chose qui est très très intéressant, c'est que, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent un peu partout. Et ces gens-là, finalement, ils arrivent à la même chose. Et de façon très étonnante, avec nos amis belges, les Suisses, de la société de Lillois, avec des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui ont réfléchi à la question énergétique, et ben on arrive à des fondamentaux qui évidemment sont différents selon les pays parce que les ressources et les populations et les météorologies sont différentes, mais en tout cas c'est très intéressant de voir cette convergence-là. Alors, dans cette pirogue, on est 13, je crois, enfin, on va essayer de discuter et peut-être de sortir quelques textes, hein, on va cadrer un petit peu tout ça. L'idée, c'est d'essayer quand même de se dire qu'est-ce qui pourrait être réalisé et en même temps d'essayer de cerner aussi les points de blocage, évidemment, qu'il faudrait lever, ce qui évidemment est très difficile. On essaie de le faire sur plusieurs thématiques. Je voudrais vous en parler peut-être simplement de deux, l'une sur l'énergie et l'autre sur l'économie, sur laquelle nous sommes en train de travailler pour apporter un certain nombre d'idées. Sur l'énergie, il est clair que face à la gravité des problèmes énergétiques et climatiques, il faut qu'on s'oriente vers quelque chose qui paraît totalement irréalisable aujourd'hui, mais qui est l'intégralité de nos ressources, ou la quasi-intégralité de nos ressources, soit des ressources renouvelables, à la fois sur l'énergie et à la fois sur la matière. À la fois sur l'énergie, ça on le voit bien, l'énergie renouvelable, etc.,
Mais la matière, c'est plus compliqué. Or, la matière, c'est quoi? C'est ce qui nous est donné également par le soleil en termes de photosynthèse. C'est donc tout ce qu'on appelle le biosourcé. Et un scénario comme celui des Negawatt est très fondé sur du biosourcé. Alors dans le bâtiment, par exemple, on sait faire aujourd'hui des bâtiments ossature-bois avec des isolations biosourcées, par exemple, etc., qui sont absolument performants, remarquables, etc., et dont l'empreinte écologique est pas tout à fait nulle, mais extrêmement faible. Je travaille dans un bureau de SCOP, une coopérative. On vient de construire un bâtiment de bureau il y a 2 ans. Le seul béton qui reste est sur la dalle du bas. Et les écarts par rapport à ce qu'on sait faire en termes de construction, en termes d'empreinte écologique, sont absolument énormes. On est même arrivé à ce qu'on peut appeler de l'énergie positive intégrale, c'est-à-dire que la production d'énergie par le photovoltaïque sur le bâtiment est égale à l'énergie qu'on consomme, tout usage, ordinateur, chauffage, etc., plus l'énergie nécessaire à la construction du bâtiment, sur une certaine durée, plus l'équivalent énergétique du transport des employés pour aller jusqu'au bâtiment. Donc ça veut dire qu'on est à une empreinte relativement extrêmement faible. On arrive à ça et on a des vraies révolutions énergétiques très, très silencieuses qui se sont opérées, dont on ne parle pas, ou très très peu, mais qui sont absolument significatives et qui sont très positives. J'en citerai simplement 2. Une dans le domaine du chauffage des bâtiments. On sait faire maintenant des bâtiments sans chauffage, quasiment sans chauffage. Autrement dit, les consommations d'eau chaude sont 2-3 fois supérieures aux consommations de chauffage. Avant, c'est évidemment totalement l'inverse, c'est un rapport de 10. Deuxièmement, en ce qui concerne un appareil que vous avez tous chez vous, le réfrigérateur, on a, grâce d'ailleurs à l'Europe et à l'étiquette énergique, qui est un des trucs les plus étonnants qu'on puisse faire et les moins coûteux, parce que c'est uniquement du bon sens et de la réglementation, eh bien on a réussi à diviser par 4 à 5 les consommations ramenées aux produits frais, aux produits réfrigérés. C'est énorme, tout simplement en augmentant un peu l'isolation des parois avec des systèmes de rendement thermodynamique plus forts. Donc on sait faire, il faut arriver à ça. Et là on a donc un énorme projet, un magnifique projet, qui est celui de la transition énergétique et écologique, qui consiste à revenir vers le soleil tout simplement. Revenir vers le soleil sur l'énergie et sur la matière, sur les matières. Et il faut inventer, on commence à le faire, une nouvelle chimie à partir d'une nouvelle chimie du carbone, mais qui ne sera pas à partir du carbone fossilisé, qui sera à partir du carbone de la photosynthèse. On sait faire ça, il y a énormément de choses qui sont faites, c'est essentiellement des problèmes économiques, mais là il y a un champ sur lequel il faut maintenant qu'on abandonne, je dirais, le double extractivisme du pétrole, du gaz et du charbon, mais aussi l'extractivisme sur les minéraux qu'on peut remplacer. Ouais, je trouve ça brûler. Oui, t'as pas une recette. Une fois Sébastien, c'est vrai que ça sent brûler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon, j'ai tout vérifié, rien ne brûle. Bon, très bien. Bon, notre repas est toujours là. Mais ça me rappelle ce que disait Castagnier vendredi dernier. J'ai tout vérifié, rien ne brûle. Ah ouais, je vais y retourner alors. Tu sens le pour revenir à l'Europe là-dessus, qu'est-ce qu'on constate actuellement? On constate que les 2 grands pays européens, la France et l'Allemagne, fonctionnent comme 2 planètes différentes, opposées sur cette question. Un pays qui est résolument engagé dans la transition énergétique et la sortie nucléaire d'Allemagne, qui est en train de s'engager sur la fin du charbon. C'est relativement récent, mais c'est extrêmement compliqué évidemment pour eux, mais qui a une orientation vers la transition énergétique. Un pays comme la France qui, depuis la loi de transition énergétique, et en ce moment on est en train aussi de travailler sur ce qu'on appelle une stratégie nationale bas carbone, a des objectifs à peu près identiques et extrêmement forts. Mais d'un côté, il y a des démarches et de mise en œuvre, j'allais dire, très rigoureuses, assez réfléchies, etc. Et de l'autre, on est dans la parole et pas du tout dans les faits. Et ce qui est extraordinaire pour avoir été au Grenelle ou à d'autres instances, c'est de voir en France combien on peut, sans aucun problème, annoncer un objectif dont tout le monde
monde sait qu'on ne le tiendra pas. Tout le monde. Je pourrais citer quelques exemples. Alors, après, je me dis, mais là on est dans l'utopie, finalement, cette Europe, au début, elle s'est construite sur la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le charbon, l'énergie, l'acier et la matière. Est-ce qu'il ne faut pas reconstruire aussi maintenant une nouvelle Europe, toujours sur l'énergie, sur la matière, mais sur les énergies renouvelables et sur la matière renouvelable, sur ce qu'on peut appeler les matières solaires, en quelque sorte. Et puis, j'y rajouterai aussi sur la sobriété et l'efficacité énergétique, parce que si on ne travaille pas là-dessus, on ne saura pas faire. On sera très développé. Et là, il y a un projet magnifique. Il y a un projet sur lequel on dit, au bon sens, c'est ces deux pays, France et Allemagne, l'Italie en plus, qui est très avancée sur le photovoltaïque, l'Espagne qui est très avancée sur l'éolien, le Portugal aussi. Le Portugal, il y a des moments où ils ont plus de 50% d'énergie éolienne, c'est considérable. Même 100% à un moment donné, sur certains. Donc c'est considérable. Les Allemands ont fait un effort très important sur le photovoltaïque. On a un certain week-end sur lequel, à un moment donné dans la journée, les énergies renouvelables, c'est 100% de la consommation électrique. Non, pas tout le temps, bien entendu. Évidemment, il n'y a pas de stockage, etc. Mais là, on se dit, là, il y a une entité forte et qui permettrait de construire une industrie et une fabrication européenne, ce qui n'est plus le cas. Les Chinois actuellement sont les premiers en solaire thermique, en solaire photovoltaïque, en éolien, tout partout. Et donc, on est en train de faire notre transition énergétique avec des panneaux chinois. Ce qui pose aussi d'autres problèmes, parce que les panneaux chinois, ils sont fabriqués à partir de charbon, et donc on n'a pas, etc. Alors, ça c'est sur l'énergie. Maintenant, sur l'économie, trois pistes. Alors, pour l'instant, elles sont un peu personnelles. On va les discuter, on va essayer de voir les améliorer, bien entendu. La première, c'est que je pense que si on doit avoir un système économique différent de celui du libre-échange, moi j'aime beaucoup Jean Galret quand il dit à libre-échange, je mets toujours des guillemets à libre. Ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ce n'est pas la liberté, c'est bien entendu. D'une part, et libre-échange à côté, ou alors d'autre part, une économie évidemment très centralisée, administrée. On sait bien que la vérité est entre les deux, mais encore faut-il essayer de bien l'exprimer. Elle passe pour moi par beaucoup plus de régulation socio-écologique, socio-environnementale. Et ces régulations, elles doivent intégrer. Il faut absolument intégrer dans ces régulations des externalités. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, très peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les bons choix. Je prends un exemple personnel. Moi, il m'est arrivé de faire partie, par exemple, de concourir de faire partie du jury sur un lycée, professionnellement, sur la partie énergie, etc. Un lycée, c'est 100 ans. C'est sur 100 ans. Le choix du jury se fait souvent sur les façades, indépendamment de ça, sur le plan économique, la seule chose qui est regardée, c'est le coût du lycée. Le coût du lycée à l'instant T. Un tout petit calcul, rien du tout, montre que, en termes de fonctionnement, le lycée, il va coûter 5 fois, 10 fois le coût initial. Donc c'est bien le coût de fonctionnement global qu'il faut regarder. Et il faut regarder aussi quels sont les matériaux qui vont être utilisés, le coût énergétique et environnemental de ces matériaux, le coût du fonctionnement, etc. Donc on a une vision qui est absolument, qui n'est pas du tout systémique. Et la comptabilité actuelle par rapport à ça n'est pas systémique, justement. Il faut réintégrer des clés. Les Suisses, franco-suisses, donc je vais dire bien des Suisses. Les Suisses, ils savent faire ce genre de choses. Peut-être pas partout, hein. Mais en tout cas, sur la fameuse taxation des camions, bon, peut-être en parler tout à l'heure, c'est remarquable. C'est pas la peine de les chercher loin. Ils ont inventé, mis en place depuis 15 ans, quelque chose qui font, une dizaine d'années, quelque chose qui fonctionne très bien. Ils ont déterminé des externalités. Il faut que ces externalités interviennent dans le choix, tout simplement, parce qu'on peut très bien avoir un lycée un petit peu,
un petit peu moins coûteux à l'instant T, infiniment plus coûteux pour la société sur la durée correspondante. Deuxième point, faire de la coopération en synergie. C'est très étonnant, finalement on est dans le libre-échange, et donc ce libre-échange il nous amène de la concurrence. Et cette concurrence elle est totalement stérile à un moment donné. Elle est, comment dire, philosophiquement intéressante, parce que quelque part c'est de l'innovation, mais au-delà du discours, en réalité on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle ne permet plus de construire des entreprises qui puissent résister demain, par exemple, aux GAFAM. Pourquoi il n'y a plus de numérique européen? Pourquoi il n'y a pas un Facebook européen avec de la régulation et des règles sur Facebook? Pourquoi il n'y a pas de microprocesseurs européens, etc., etc. Donc on est en train de faire, et face à, évidemment, aux Américains d'un côté, aux Chinois de l'autre. Donc on construit ces grandes coopérations. Mais en même temps, ces grandes coopérations ne suffisent pas. Et on a un risque de monopole, bien entendu, de cartel. Ce qui est intéressant, c'est de construire aussi des coopérations dans les entreprises. On parlait de SCOP tout à l'heure. Voilà, SCOP. Je pense qu'il faut maintenant construire des petites entités, pas trop de monde, mais qui fonctionnent bien et qui sachent travailler avec des nouvelles méthodes de gouvernance comme la sociocratie, l'holocratie, etc. Voilà, c'est beau. Et puis il y a le deuxième niveau de partenariat qui peut être intéressant, c'est celui du groupe important et qui monte à ce moment-là sur le territoire des partenariats avec des PME sous-traitants. C'est-à-dire là, on n'est plus dans la concurrence, on est dans le modèle Renan. On travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire que quelque part il y a un appui. On n'est donc plus avec une grosse société qui va venir bouffer le petit, mais au contraire qui peut l'aider à un moment donné. Et tout ça, c'est bien, de façon à ce que ce soit bien compris, dans un système territorial et une collectivité. Et le dernier point, je m'arrête là, c'est, je crois qu'il faut, et ça c'est un peu innovant, mais on commence à travailler un peu là-dessus, il y a un point clé dans le système de société, notamment sur tout ce qui relève des transferts de biens et de flux, ce qu'on appelle les flux, l'eau, l'énergie, les flux de données, gaz, etc. Comment ça fonctionne? Vous avez l'étage de la production, et puis évidemment, tout en bas, il y a l'étage de la consommation. Et entre les deux, il y a les réseaux. Eh bien, le point clé, c'est les réseaux. Si on veut demain arriver à réguler correctement l'ensemble de ces flux, il ne faut absolument pas perdre le contrôle de ces réseaux. Et là, ce qui m'inquiète, quand je vois ce qui se passe en ce moment sur la vente d'un certain nombre de lignes, de la privatisation de certains réseaux, etc., je me dis là, il y a un vrai problème, parce que demain, on ne pourra plus politiquement réguler. Il faut donc s'arrêter, et je pense qu'il faut imaginer que ces réseaux, de tout type, je parle des lignes de tension, des réseaux de gaz, des réseaux numériques, la partie véritablement aéroport sur ADP, c'est du réseau, c'est un point d'arrivée d'un réseau. Voilà. Donc ça c'est important, et ça il faut pouvoir, les autoroutes évidemment, tout ça il faut pouvoir le garder dans un système de bien commun, qui soit géré. Alors qui gérerait? On peut imaginer peut-être que ça soit avec une gestion tripartite, l'État, ça me semble nécessaire parce qu'il faut quand même faire de là. Derrière, on ne peut pas faire simplement, je dirais, des petites questions, des petites politiques régionales. Il faut qu'il y ait évidemment une structuration un peu nationale et un plan. Ça se voit bien sur l'énergie, notamment. Deuxièmement, les collectivités et les territoires, avec leurs représentants. Et troisièmement, les citoyens. Pourquoi pas directement les citoyens au travers en étant sociétaire et représenter très fortement sur les décisions qui sont faites, un petit peu comme ça se passe peut-être sur des syndicats de l'eau, par exemple, auxquels les réseaux sont importants. Voilà un petit peu quelques idées qu'on est en train de développer. Alors on ne sait pas, Alain, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. C'est la seule question. C'est pas grave. Moi, je ne m'inquiète pas. On en fera
Ça va venir tout seul. T'inquiète pas.